Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. C'est Hervé Chezeville à l'antenne. Très heureux de vous retrouver après presque un mois d'absence au Brésil. Me voici de retour à Bastia. Que dire après un tel voyage? Vous l'aurez compris, je pense, dans les différentes émissions que j'ai réussi, dans des conditions assez difficiles, à enregistrer sur place là-bas au Brésil. Vous l'aurez compris, j'ai vécu dans des conditions assez précaires. Parmi cette population, ce petit peuple autochtone, les Enaonenawe, au fin fond de la grande forêt, dans l'état du Mato Grosso, dans des conditions de confort inexistantes. Je ne veux même pas utiliser le mot confort. J'ai été copieusement mangé par les insectes, comment dirais-je, mangé ou sucé, je ne sais pas, ou piqué, je ne sais pas quel est le mot qui convient, par des insectes de toutes sortes. Mais malgré tout, je peux en quelque sorte me confier à l'antenne. J'ai retrouvé sur place une certaine sérénité. J'ai été heureux, malgré l'inconfort, malgré les difficultés, malgré l'humidité, malgré la grande chaleur, malgré les petites mouches collantes qui se collaient à mon visage en quasi-permanence. J'ai retrouvé une certaine sérénité, une certaine joie de vivre. J'ai été heureux pendant ces semaines passées parmi ces gens, heureux de les découvrir, heureux de partager des moments avec eux. Je précise, puisque nous sommes sur les ondes de Radio Salve Regina, que cette population n'est absolument pas chrétienne. Ils ont conservé leur tradition et leur culture, comment dirais-je, je ne veux pas utiliser le mot animiste, qui est un peu galvaudé et qui a été utilisé à tort et à travers. Ils croient aux esprits. Ils croient aux esprits. Ils pensent que leur monde se trouve entre les esprits d'en haut et les esprits d'en bas, et que dans la vie, il faut tout faire pour satisfaire les esprits, pour contenter les esprits, ou en tout cas pour ne pas les offenser. Donc leur vie est réglée par cette croyance, que naturellement j'ai respectée. Je ne suis pas allé là-bas pour faire du prosélytisme. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup pensé pendant mon séjour au frère Vicente Cañas, ce martyr, qui est pour moi un héros. Vicente Cañas, j'en ai parlé dans d'autres émissions, c'est ce frère jésuite qui a été le premier à entrer en contact avec ce peuple Enaonenawe en 1974, il y a tout juste 50 ans, et qui a vécu avec eux plusieurs années, qui a adopté leur mode de vie. Il était allé là-bas certainement pensant faire un travail entre autres, de prosélytisme, et en fait, c'est le contraire qui s'est produit. Je dirais pas, il a bien sûr gardé sa foi, mais il est tombé, comment dirais-je, amoureux de ce peuple, il a vécu avec eux, il a participé à leurs cérémonies, bien sûr, à leurs rituels, tout en conservant sa grande foi, et il a pris la défense de ce peuple, notamment la défense de ce peuple vis-à-vis des grands propriétaires terriens et des chercheurs d'or ou des promoteurs de barrages ou autres qui cherchaient à empiéter sur leur territoire, et il en est mort. On a retrouvé son corps lardé de coups de couteau, non pas de couteau Enaonenawe, bien sûr que non. Ce sont ces gros intérêts que je viens d'évoquer qui avaient envoyé des assassins pour le supprimer, parce qu'il était il menaçait leurs intérêts. Donc j'ai beaucoup pensé à lui, et d'ailleurs dans notre petite école, nous avions accroché son portrait, il y est toujours, au mur, le portrait du frère Vicente Cañas, un jésuite espagnol. Donc,
mon séjour était beaucoup moins héroïque que le sien, bien sûr, et les conditions étaient moins pénibles que de son temps, puisque j'avais quand même un petit peu accès à l'électricité, pas partout, mais je pouvais au moins charger mon téléphone à certains endroits. Et bon, je pouvais quand même me rendre en ville à 3 heures de route par une piste défoncée et très boueuse en cas de nécessité, ce qui n'était pas le cas de son temps, il n'y avait pas de piste carrossable. Je pense, chers amis auditeurs et auditrices, que j'ai suffisamment parlé de cette expérience dans les émissions précédentes, et je voudrais donc passer maintenant un petit peu à l'actualité que j'ai retrouvée depuis mon retour à Bastia. Ça a été brutal. Brutal car depuis des années maintenant, des années et des années et des années, je n'ai de cesse, moi et d'autres bien sûr, que de dénoncer l'impitoyable dictature qui règne sur le Rwanda depuis 1994, impitoyable et sanglante et cruelle. Impitoyable pour le peuple rwandais, mais aussi et beaucoup, j'allais dire surtout, pour le peuple congolais de la République démocratique du Congo, puisque depuis 1996, cela fera donc, si mes calculs sont bons, 30 ans l'année prochaine, l'armée de Paul Kagame, l'armée du dictateur rwandais, n'a de cesse que d'envahir ce pays, que de susciter de fausses rébellions qui sont fabriquées par l'armée rwandaise, instrumentalisée, équipée, armée, et je dirais même peuplée, puisque au sein de cette rébellion, il y a des soldats qui sont issus de l'armée rwandaise elle-même. Et tout ça sur fond de pillage des ressources naturelles, parce qu'on a qualifié la République démocratique du Congo de scandale géologique, et c'est effectivement un scandale géologique, puisque en République démocratique du Congo, en particulier dans l'Est, donc dans la région limitrophe du Rwanda, on trouve de tout. Vos téléphones, vos ordinateurs, chers amis auditeurs et auditrices, fonctionnent grâce à la République démocratique du Congo, grâce au Kivu, puisque l'essentiel des ressources en coltan, colombo-tantanite, dont on a besoin pour fabriquer les microprocesseurs, les ordinateurs, les téléphones portables, se trouvent au Kivu. Donc, derrière le dictateur sanglant de Kigali, il y a bien sûr, là aussi, de gros intérêts. Je parlais tout à l'heure des gros intérêts au Brésil, mais il y a également, peut-être encore plus, de gros intérêts derrière ces guerres qui ensanglantent, qui affament, qui terrorisent les Congolais. Il y a de gros intérêts économiques, qui utilisent le régime de Kagame pour pouvoir avoir accès à ces ressources qui se trouvent en territoire congolais. Donc cela explique ces guerres incessantes depuis 30 ans. Je résume à grands traits, bien sûr. Je pourrais en parler pendant des heures, et le cadre de cette émission ne le permet pas. J'ai écrit un certain nombre de livres sur la question. Donc c'est ce qui est en train de se passer, et je l'ai dénoncé à plusieurs reprises ces derniers temps, parce que je sentais les choses s'aggraver avant mon départ pour le Brésil. Cette fausse rébellion surnommée ou nommée M23, qui est en fait une émanation du régime de Kigali, contrôlait de plus en plus de terrain, les villes ou les bourgades tombaient les unes après les autres, et là, à peine rentré du Brésil, j'apprends lundi dernier, que la grande ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, frontalière du Rwanda, au bord du lac Kivu, cette ville qui compte aujourd'hui environ 1 million d'habitants, plus peut-être autant, en tout cas des centaines de milliers de personnes déplacées qui fuyaient les combats, eh bien, ces hommes du M23 et aussi des milliers de soldats rwandais qui n'ont eu qu'à traverser la frontière sont entrés à Goma. Attention, je ne dis pas qu'ils contrôlent Goma, puisque les combats se poursuivent, il y a des combats acharnés
en ville même, et qui font beaucoup de morts au sein de la population civile, au sein des déplacés, et également au sein des casques bleus. Je ne sais pas combien le bilan s'aggrave d'heure en heure, mais il y a déjà eu près d'une dizaine, je crois, de casques bleus, dont beaucoup de Sud-Africains qui ont été tués lors de ces combats. Ça me touche beaucoup de vous parler de cela, car Goma, c'est une ville que je connais, une ville où j'ai vécu, une ville où j'ai travaillé, une ville où j'ai encore beaucoup de connaissances, d'amis. Et donc, naturellement, depuis mon retour du Brésil, je pense beaucoup à eux. Et je voudrais une nouvelle fois exprimer mon indignation. Car quand Vladimir Poutine a lancé son ignoble invasion de l'Ukraine, cela fera bientôt, c'était en 2022, cela fera bientôt 3 ans le mois prochain. Eh bien, cela a suscité l'indignation. Oh, pas du monde entier. En Chine, on ne s'est pas indigné. Au Brésil, on ne s'est pas trop indigné. En Afrique du Sud, on ne s'est pas indigné non plus. Dans le Sud global, comme on dit, on ne s'est pas trop indigné parce que beaucoup voient en la Russie une source d'aide possible, en particulier dans le domaine sécuritaire. Beaucoup d'États, en tout cas, si ce n'est de peuples. Mais en tout cas, en Occident, en France, en Corse, nous nous sommes indignés de cette agression contre l'Ukraine et notre indignation était juste. Et des sanctions ont été prises par l'Union européenne, par différents pays, dont les États-Unis, à l'encontre de la Russie, et cela aussi était juste. Nous ne sommes plus en 1938, quand un dictateur barbare comme Hitler pouvait se permettre d'imposer son diktat et d'annexer des morceaux de Tchécoslovaquie ou d'envahir la Pologne ou d'annexer l'Autriche. Cette période-là, nous espérions depuis 1945 qu'elle était révolue. Or, Vladimir Poutine a montré malheureusement qu'elle ne l'était pas. Donc, tout cela pour dire que nous nous sommes indignés, et c'est normal, contre ce qui s'est passé et qui continue à se passer en Ukraine. Nous ne pouvons que demander que l'intégrité territoriale de ce pays, l'Ukraine, soit respectée. Intégrité territoriale dans les frontières de 1991, qui avait été reconnue par la Fédération de Russie à l'époque. Donc, la paix, il la faut absolument, le cessez-le-feu puis la paix, mais il faut que les frontières internationales de l'Ukraine soient rétablies et que la souveraineté du pouvoir démocratiquement élu d'Ukraine puisse reprendre le contrôle de l'intégralité de son territoire. C'est les conditions minimales pour qu'une paix juste puisse être trouvée, un compromis puisse être trouvé avec la Fédération de Russie. Revenons à la République démocratique du Congo. Depuis presque 30 ans, le Rwanda de Paul Kagame a multiplié les invasions, comme je l'ai dit, le pillage et éhonté des ressources naturelles du Congo, les massacres. Mais où est l'indignation internationale? Où est-elle? Même à l'ONU, même à l'Union africaine, on n'ose pas nommer l'agresseur. Dans le cas de l'Ukraine, l'agresseur a été nommé. Tout le monde sait que c'est la Fédération de Russie. Quid de la République démocratique du Congo? Pourquoi ne dit-on pas les choses simplement? Que la République du Rwanda a agressé, a violé la souveraineté nationale de la République démocratique du Congo, qu'elle a suscité des rébellions, qu'elle encourage des rébellions et qu'elle participe au pillage des ressources de la République démocratique du Congo. Je rappelle que ces guerres à répétition qui n'ont pas cessé depuis 1996 ont fait des millions de morts. Je dis bien des millions de morts,
Mais les chiffres que je vous donne ne sont pas des élucubrations de ma part, c'est des chiffres qui ont été documentés et qui ont été avalisés par les instances internationales. Nous parlons de 6, 7, 8 millions de morts depuis 1996. Il s'agit donc du conflit le plus meurtrier depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors pourquoi un tel silence? Pourquoi aussi peu d'indignation? Pourquoi est-ce que le président de la République française déroule le tapis rouge pour ce dictateur sanglant dont j'ai parlé? Pourquoi l'appelle-t-il dans ses discours « cher Paul » ? Je dis bien « cher Paul ». Est-ce qu'en 1938, s'il avait été président de la République, est-ce qu'il aurait pu dire « cher Adolphe » ? Donc voilà, c'est cette indignation que je ne peux qu'exprimer avec d'autres, parce que heureusement il y a d'autres voix qui s'élèvent. Et je m'indigne des collusions de certaines puissances occidentales, dont la France, avec ce régime. Je m'indigne du silence des grandes instances internationales et du fait qu'on n'ait pas encore imposé de sanctions au régime rwandais. Le minimum, c'est qu'on impose des sanctions. Dans le cas de la Russie, en l'espace de quelques semaines, quelques jours peut-être, les premières sanctions avaient été décrétées. Pas une seule sanction n'a été décrétée à l'encontre du régime rwandais actuel. Donc c'est cela, c'est cette indignation, chers auditeurs, que je tenais à partager avec vous. Toujours cette actualité qui m'a assailli à ma descente d'avion, ça a été le 80e anniversaire de la libération du camp d'extermination d'Auschwitz. J'ai beaucoup de réticence à utiliser le mot libération, parce que qui a-t-on libéré en 1945, en février 1945, ou en janvier 1945? Quelques dizaines, quelques centaines peut-être de survivants, qui étaient dans un état catastrophique, alors que plus d'1 million à cet endroit-là avaient été exterminés, gazés ou morts de mauvais traitements, de la faim, du froid, etc. Donc parler de libération, ça me gêne un peu, parce que la plupart des survivants avaient déjà été évacués dans des conditions atroces, les fameuses marches de la mort, par les SS, pour les amener dans d'autres camps de concentration et d'extermination plus à l'ouest. Ça me gêne aussi parce que qui étaient les libérateurs? C'est l'armée rouge, l'armée soviétique. Peut-on vraiment dire que l'armée soviétique ait amené la libération dans cette partie de l'Europe au fil de son avancée jusqu'à Berlin? Bon. Pour les quelques malheureux qui avaient survécu à Auschwitz, ça a bien sûr été une libération et je pense que l'arrivée des soldats soviétiques leur a sauvé la vie. Mais j'ai beaucoup de réticence à utiliser ce terme de libération. Surtout qu'à l'époque, cet événement, l'entrée des forces soviétiques dans le camp d'extermination d'Auschwitz, est passé totalement inaperçu. Les médias de l'époque n'en ont absolument pas parlé. Peut-être les médias soviétiques, et encore, je n'en suis pas sûr. On a commencé à parler de ces horreurs nazies lorsque les troupes américaines ou anglaises sont rentrées dans des camps de concentration ou d'extermination beaucoup plus à l'ouest. Je pense à Dachau, près de Munich, à Bergen-Belsen et d'autres camps d'extermination qui, eux, ont été, entre guillemets, à nouveau libérés par les forces alliées occidentales. Et c'est là que les grands médias occidentaux ont commencé à parler de la solution finale. Et encore, en 1945, le monde était davantage préoccupé par la reconstruction, la libération et la reconstruction des pays qui sortaient du joug nazi. Et donc le sort des Juifs était un petit peu passé inaperçu. Je rappelle qu'au procès international, au tribunal de Nuremberg, la question de l'extermination des Juifs était tout à fait
n'était pas la question principale qui a été... c'était pas le principal chef d'accusation à l'encontre des chefs nazis qui étaient jugés. Ce n'est que dans les années 70 peut-être, 80, qu'on a commencé à parler, d'ailleurs le terme Shoah, qui est un mot hébreu, qui signifie, je crois, anéantissement. Le terme Shoah est passé dans nos langues, le français, l'anglais ou autre, à cette époque-là. En 1945, personne ne connaissait ce terme Shoah. Et puis aussi, il y a le fait que les survivants, ceux qui sont rentrés, la minorité de ces juifs qui sont rentrés, ils se sont tus. Ils avaient vécu l'indicible, ils avaient perdu l'essentiel, leurs parents, leurs petits frères, leurs petites sœurs, leurs cousins, leurs cousines, des familles entières anéanties. Comment parler de cela? Et donc, souvent, ils ont attendu d'avoir des petits-enfants pour pouvoir transmettre leur témoignage. C'est une des raisons également pour lesquelles l'épouvantable génocide des Juifs est vraiment devenu connu au-delà de la communauté juive dans les années 70 et 80, et beaucoup moins dans l'immédiate après-guerre. Alors, j'ai choisi de dire quelques mots au sujet de cet anniversaire, ce 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz. J'étais très ému d'entendre les témoignages des rares survivants, qui, pour certains, sont centenaires, qui étaient enfants ou adolescents et qui ont survécu à l'horreur. Mais j'ai tenu à en parler aujourd'hui parce que, là aussi, je voudrais exprimer mon indignation vis-à-vis de l'indécence de certaines forces politiques ou de certains militants anti-sionistes ou, pour ne pas dire antisémites, qui osent parler de génocide en ce qui concerne les événements du Proche-Orient. Nous avons tous vu les images de la libération des otages israéliens qui ont vécu l'enfer pendant 14 ou 15 mois aux mains du Hamas, et dont certains, et dont beaucoup sont encore aux mains du Hamas. Nous avons vu les foules en liesse à Gaza qui entouraient ces malheureux otages terrorisés. Est-ce que les images nous ont montré des gens en haillons, décharnés, la peau sur les os, comme le montrent les images des malheureux que l'armée soviétique a libérés il y a 80 ans à Auschwitz? Non. Alors, pourquoi parler de génocide? Je ne soutiens absolument pas les morts de civils à Gaza. Toute mort est regrettable, et il est regrettable que l'armée israélienne, à la suite du 7 octobre 2023, ait causé, de manière non intentionnelle, des morts de femmes, d'enfants, d'hommes, de civils à Gaza. Je le déplore. Mais il ne s'agit pas d'un génocide, il s'agit de victimes collatérales que je déplore et que je condamne au cas où elles auraient pu être évitées. Mais par pitié, ne parlons pas de génocide. Le mot a un sens, les mots ont un sens. Ce néologisme génocide signifie extermination d'un peuple, d'une ethnie. Il n'y a pas de volonté de la part de l'État d'Israël d'exterminer la population de Gaza, qui d'ailleurs, là aussi les statistiques officielles le prouvent, a augmenté depuis 1 an. Donc, je suis indigné par l'indécence de l'usage abusif du mot génocide. Il y a eu le génocide arménien, il y a eu le génocide juif,
le génocide des Juifs. Il y a certainement eu d'autres génocides dans l'histoire, mais les deux principaux du XXe siècle, ce sont ces deux-là. J'ai travaillé en Asie du Sud-Est et j'ai connu de près le génocide commis par les Khmers rouges au Cambodge. Donc là aussi, peut-être peut-on parler de génocide, mais il ne faut pas galvauder les mots. Les mots ont un sens, encore une fois. Donc, pour ce 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz, j'ai une pensée pour ces millions, pour ces 6 millions de Juifs, pour toutes les victimes du nazisme. Mais j'ai aussi une pensée pour ces malheureux otages qui sont encore aux mains du Hamas. Savez-vous qu'il y a un bébé parmi eux qui avait quelques mois, je ne sais pas s'il est encore vivant, c'est le plus jeune otage au monde. Il y a encore des enfants. Donc voilà, ce que je voulais partager avec vous, chers auditeurs, c'est un petit peu peut-être décousu, mais c'est, comment dirais-je, c'est le résultat de mon indignation à mon retour du Brésil. Alors, pour terminer cette émission, un peu trop décousue sans doute, je voudrais vous proposer un chant assez apaisant que j'ai beaucoup aimé. Le 31 décembre dernier, je suis allé à la messe d'Action de grâce de fin d'année, on appelle ça le Ringraziamento en Corse. Je ne sais pas comment on appelle ça, c'est un terme, c'est un nom en français, non? La messe de Nouvel An, la messe de fin d'année, je ne sais pas, la messe d'Action de grâce. Bon. Donc je suis allé à la messe à Villena, dans l'état de Rondônia. Villena, c'est la ville la plus proche du village des Enawe, à peu près 3 heures de piste défoncée et boueuse. Et donc j'étais en ville ce jour-là pour faire les achats de matériel scolaire et autres. Et donc le soir, je suis allé à la messe dans une très belle église ultra moderne, avec une très bonne acoustique, qui était pleine de monde, de femmes, d'enfants, de familles. Et j'ai beaucoup aimé ce chant que je voudrais partager avec vous. Je ne connais pas son nom, mais je suis heureux de le partager avec vous, même si c'était avec beaucoup de retard, puisque c'était à la fin de l'année. Je vous remercie pour votre attention, chers amis auditeurs, et je vous dis à la semaine prochaine.